Bonjour, bienvenue pour ce dernier cours de M1 partie animation de personnages virtuels. Ce cours-là, c'est plus un cours de un petit peu de culture générale et d'introduction à d'où viennent les données d'animation qu'on utilise et que vous avez utilisées en TP. C'est un petit peu comment fonctionnent les systèmes de capture de mouvement de manière un petit peu historique et puis avec une ouverture sur les approches un petit peu plus récentes qui commencent à avoir un petit peu moins de contrôle dans les caméras. Je parlais souvent de capture de mouvement plutôt du squelette, mais par un moment on parlera aussi de capture de mouvement du visage. Les technologies peuvent être un petit peu similaires, mais il peut y avoir des choses un petit peu plus spécifiques aussi pour le visage. Donc comme je vous disais, c'est vraiment plus une introduction du comment ces technologies-là sont arrivées. Si on retrace un petit peu un historique, c'est vraiment dans les années 2000 où ça a commencé à exploser et où le système de capture de mouvement ont commencé à marcher et du coup à se propager dans l'industrie et en production. Et c'est un petit peu ce chemin-là qu'on va regarder aujourd'hui, avec pas mal de vidéos et d'exemples pour comprendre un petit peu que c'est un outil qui marche bien, mais c'est un outil qui demande aussi pas mal de traitement manuel et puis pas mal de petits détails à peaufiner à chaque fois. Donc l'idée derrière la capture de mouvement, c'est en gros, si on se replace un petit peu fin des années 90, les animations étaient produites soit de manière procédurale, avec des heuristiques et puis des méthodes de calcul. Donc ça marche toujours bien quand vous avez de l'animation physique, par exemple, mais pour l'animation d'humain virtuel, les méthodes procédurales sont compliquées à donner beaucoup de réalisme. En gros, on obtient très facilement une démarche qui est robotique. Par contre, pour passer de la démarche robotique à une démarche réaliste d'un personnage qui se déplace, c'est plus compliqué. Et c'est là où on s'est dit que bah, finalement filmer une personne réelle et puis d'essayer de récupérer son mouvement, c'était probablement la bonne solution. Et c'est pour ça que les systèmes de capture de mouvement, accompagnés avec le développement des caméras, avec le développement des algorithmes de vision, a complètement explosé. Donc dans un mouvement, en général, euh, ce que vous allez enregistrer, c'est pas la surface complète du personnage que vous voulez capturer, c'est plutôt simplement juste le squelette, puisqu'on a vu qu'en animation de personnage virtuel, on avait découpé le maillage, on avait séparé le maillage du squelette. Ben là, on va faire exactement la même chose. Au moment de la capture de mouvement, c'est plus simple de capturer que les points caractéristiques de l'humain qui est en train de bouger d'essayer d'oublier un petit peu le décor et les vêtements qu'il a. C'est d'ailleurs pour ça que souvent vous avez vu que les systèmes de capture de mouvement, le personnage est habillé plutôt en noir, avec un fond vert, et que le décor n'a pas énormément d'importance. Alors les systèmes de capture de mouvement utilisent des capteurs spéciaux, on va voir qu'il y a un petit peu toutes les sortes, qu'on appelle des trackers, et puis les données sont enregistrées un petit peu comme on enregistre un son ou comme on enregistre un film, sauf que là on enregistre des positions 3D ou alors des angles au moment de la performance de l'acteur. Donc le système global, ça c'est une thèse qui date, car c'est pas nouveau, hein, c'est une thèse qui date des années 1970. Donc l'idée générale au début a été vraiment celle-ci, c'était on met des capteurs ou des actionneurs sur le personnage sur l'acteur qu'on est en train de vouloir filmer, et puis on a un espèce de traitement. Alors à l'époque, ce qui avait été inventé, c'était pas quelque chose sans fil, c'était quelque chose avec fil, hein, mais ça c'est une image qui date d'une des premières thèses qui faisait de la capture de mouvement. Et puis après, vous avez de l'autre côté le personnage virtuel qui va être en action. Alors c'est pas forcément aussi en direct, hein, c'est pas forcément vous êtes en train de faire les mouvements et puis vous avez le personnage de l'autre côté qui bouge. Souvent ici il y a une phase de post-process et puis souvent il y a une phase aussi de l'opérateur qui vient un peu traiter les données là-dedans. Alors cette phase-là elle a beaucoup d'importance parce qu'en gros une fois que vous êtes sorti de votre séance de mock-up, il y a pas mal de traitements à refaire et d'éléments à retoucher pour avoir ce que vous voulez dans vos animations. C'est un peu ce qu'on a commencé à voir avec le retargeting dans le cours précédent sur comment modifier une animation. L'opérateur, là, il va utiliser les systèmes de retouche classiques sur une animation pour obtenir ce qu'on veut. Les applications de la capture de mouvement, bon, les applications que vous connaissez tous, c'est celles que j'ai mis en bas, c'est les films et les jeux vidéo, dans lesquels c'est utilisé tout le temps. Les militaires l'utilisent aussi pas mal. Après, l'analyse du geste sportif, c'est une des applications que le grand public connaît probablement moins, mais il arrive quand même souvent qu'un sportif de haut niveau fasse une séance par an ou deux de capture de mouvement, et puis que l'analyse de son geste soit faite avec ça.
Les médecins aussi beaucoup, alors c'est de la capture de mouvement un petit peu différente, c'est que souvent c'est plutôt pour traiter des pathologies, puis pour voir comment ça va fonctionner, mais en médecine c'est aussi une des applications fortes, et puis qui va le devenir de plus en plus, parce que comme les systèmes de capture de mouvement deviennent de plus en plus simples à être utilisés, la médecine va utiliser ça de plus en plus. Alors, comme je vous l'ai dit déjà un petit peu hier, c'est que vous avez deux problèmes, la capture de mouvement et puis ensuite la partie édition retargeting. Alors ça c'est plus une introduction pour vous motiver la séparation entre le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui c'est plutôt cette tâche-là, le cours d'hier c'était plutôt toute la partie éditer et retoucher une animation. Alors, si on repart, alors quand je vous ai dit que c'était un historique, je repars quand même de très loin, mais on va vite accélérer. C'est que l'ancêtre de la capture de mouvement, Muybridge, eh bien, c'était plutôt le système à base d'appareils photo ou presque même l'ancêtre du film. Ça s'appelait le zoogéroscope, qui permettait de prendre des photos d'un élément en mouvement et puis de pouvoir l'analyser ensuite derrière. Une des grandes questions, ça a toujours été le cheval quand il passe du trot au galop, à quel moment les pieds touchent le sol, à quel moment les pieds sont en l'air, etc. Bah là, avec ce système-là, de premier système de capture de mouvement, mais sur des photos, on peut analyser ces gestes-là, où là vous aviez des humains qui sont en train de faire de la boxe pour analyser le geste. L'ancêtre en fait de l'analyse du geste sportif, c'était un peu ça. Même genre de système, alors on remplace une espèce de système de fusil, mais avec une bobine qui va tourner là. Ça permet d'analyser ici le battement d'aile, par exemple, d'un oiseau, ici le rebond d'une balle, pour essayer de voir ce que vous avez codé dans la partie animation physique. Est-ce que ça correspond réellement à ce que fait une balle en rebondissant? Donc si un humain la jette là, les courbes vont être comme ça. Donc est-ce que les équations correspondent à la réalité? Ça, c'était les premières applications de la capture de mouvement. C'était pas pour les aspects loisirs numériques qui est le gros domaine de maintenant, c'était plutôt pour la science et pour l'analyse du geste. Idem pour la science, déplacement d'un fluide. Bon, ça c'était des applications militaires un petit peu moins fun, mais qui forcément ont toujours aussi financé beaucoup de travaux de chercheurs. Rotoscope. Alors après, oui, Disney aussi utilisait le même genre de choses, mais une espèce d'ancêtre de la capture de mouvement, mais pour analyser les gestes que devaient faire ces personnages et s'en inspirer, ça a été pas mal utilisé. Donc il y avait un acteur qui était filmé, et puis Disney analysait les films et re- reproduisait des dessins à partir de ça. Ça, c'est la thèse dont je vous ai montré tout à l'heure, donc où le système complet était dédié à faire de la capture de mouvement. La personne était filmée, il y avait des capteurs étaient directement incorporés sur le corps, le signal n'était pas sans fil, il partait dans un ordinateur et vous aviez ça qui se réaffichait derrière. Donc c'était la thèse de Lee Harrison dans les années 60-70 où vous aviez un personnage 2D qui bougeait exactement comme la personne avait été capturée. C'est vraiment l'ancêtre de capture de mouvement tel que vous le voyez tous les jours aujourd'hui dans les médias. Donc là, si on retrace un peu l'historique, dans les années 70, développement des systèmes magnétiques. Dans les années 80, développement des systèmes optiques. Donc optique, c'est plutôt les caméras. Ça, c'était plutôt, en gros, ici, c'est plutôt la lumière. Ici, c'est plutôt les ondes magnétiques. Dans les années 90, c'est là où la mocap est en train de passer des labos de recherche à la production. Puis dans les années 2000, ça commence à être utilisé tout le temps dans les jeux vidéo et dans les films. Alors, je vais vous présenter les différents types de systèmes de capture de mouvement. Donc, il y a une classification qui a été faite par Alberto Menache qui classifie les systèmes comme étant outside in, inside out, inside in. Ça correspond au sens de sortie et de rentrée du signal entre l'acteur et le capteur. Donc ici par exemple dans le outside in, la source est en train de sortir, donc elle est en train d'aller, elle est à l'extérieur, elle est outside sur la personne qu'on est en train de filmer, et puis elle rentre dans le capteur, donc dans la caméra par exemple. Donc ça, c'est les systèmes qui sont les plus utilisés aujourd'hui, c'est que vous avez une source lumineuse qui émet de la lumière sur les parties du corps du personnage, et puis une caméra les filme, et puis ça rentre. Le inside out, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on a le capteur qui est sur le corps
et puis la source, elle est extérieure. Vous avez des systèmes magnétiques où l'onde magnétique est émise à l'extérieur, et puis c'est le capteur, le petit micro qui enregistre l'onde magnétique, est sur le corps du personnage. Donc elle est dans la petite pastille qu'on va fixer sur chacune des articulations. Et puis le inside in, c'est plutôt que l'endroit quand la source et le capteur sont sur le corps, c'est que vous n'avez pas d'armature ou d'infrastructure autour du personnage, tout est incorporé sur le corps, donc ça c'est plutôt les systèmes mécaniques, type les gants de capture virtuelle, vous les avez en système inside in. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc après, il y a d'autres classifications qu'on peut faire sur les systèmes de capture de mouvement, c'est les systèmes à base de prothèses. C'est en gros, c'est beaucoup les inside-in dont je vous ai parlé à l'instant, là, c'est les gants, dans lequel le signal part du gant et est capturé sur le gant. Vous avez des systèmes où c'est une onde acoustique qui permet de capturer le mouvement, donc c'est un son. Le capteur va enregistrer le son qui a été émis par une source. Vous avez la même chose mais avec des ondes magnétiques, donc là c'est le son, c'est plutôt déplacement de l'air, avec la vitesse du son, puis avec les inconvénients que peuvent avoir le son si vos acteurs sont en train de parler. Les systèmes magnétiques, c'est système à base d'ondes magnétiques, et là c'est plutôt un système optique, c'est à base de lumière, où la caméra va filmer la lumière, donc ça c'est le système que vous connaissez tous, ça passe à partir de caméras classiques. Donc par exemple, c'est un exemple de système inside-in, vous avez un exosquelette, donc un gant qui lui est un petit peu moins contraignant, ou alors un exosquelette qui ressemble à ça. Vous avez la mesure de l'angle qui est directement faite sur le personnage, et vous avez un système qui détecte mécaniquement l'angle de chacune des articulations. Alors c'est des choses qui, sur le corps, ont été pas forcément tellement prolongées actuellement parce que c'est trop fragile. Par contre, sur les gants et sur les choses où la caméra a énormément de difficultés à passer outre les éléments cachés. Donc quand vous filmez une main, vous avez énormément de doigts qui sont occultés les uns des autres. Donc, alors qu'avec avec un gant, vous résolvez facilement ce type de problème. Les avantages et les inconvénients de ces systèmes de capture embarqués avec Inside In. Donc les avantages, c'est que ça calcule les rotations directement. Il n'y a pas de notion de position 3D. C'est portable, vous pouvez aller dehors, il n'y a pas de problème de lumière, d'éclairage qui ne vont pas, d'interférence entre différents personnages. C'est pas quand vous utilisez ça pour des gants, c'est moins cher qu'un système de mocap complet. Vous pouvez capturer plusieurs personnages en même temps, plusieurs acteurs en même temps, ou plusieurs mains qui font des interactions en même temps si vous voulez capturer des mains qui sont en train de faire le montage d'un objet. Les désavantages, bah, c'est comme vous avez une structure externe qui est fragile, donc pour les gants ça marche plutôt bien, pour les mains ça marche bien, pour le corps, vous voyez que si vous commencez à vous rouler par terre ou à faire des choses un petit peu plus dynamiques, ça va plus marcher. Et l'autre inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas changer la configuration. Si vous avez défini un capteur pour une main, ben, ça ne marchera que pour la main, le gant ne sera pas forcément assez grand ou assez petit, donc chaque fois que vous avez une morphologie différente, il faut refaire un système de capture complet. Les systèmes ensuite à base de sons acoustiques, alors c'est des choses qui n'ont pas été forcément complètement continuées, donc je vais passer assez vite. C'est des systèmes qui sont outside in, donc avec des marqueurs actifs, mais qui vont émettre un signal audio, donc des espèces de petits clics. Et puis vous avez des enregistreurs qui sont disposés tout autour de la pièce et puis qui vont chronométrer le temps que le signal a mis pour arriver. Chaque capteur va indiquer combien de temps le son a mis pour lui arriver. Tous ces capteurs doivent être synchronisés. Et vous êtes capable de trianguler et de retrouver une position 3D à partir de ça. Alors les avantages par rapport aux systèmes de caméra qui sont devenus les systèmes utilisés tout le temps, c'est que là par contre vous n'avez pas de problème d'occlusion. C'est que le son est émis et il n'est pas freiné par certains objets. Les désavantages, c'est que dès que vous avez un petit bruit, ou même des bruits de câbles ou des bruits de choses qui bougent, ben, ça vous perturbe vos capteurs. Il faut que vous ayez un petit système d'émetteurs dans chacun des capteurs, puis la précision en fonction des objets que vous avez dans la pièce, de la résonance, vous allez avoir une précision avec éventuellement du bruit dans vos captures. C'est des choses qui n'ont pas forcément été complètement continuées. Il y a les systèmes magnétiques. Donc là, c'est plutôt que d'émettre un son, on va émettre une onde magnétique. Donc là, les receveurs, par contre, sont souvent attachés. Donc
dans le système acoustique, les magnétophones sont plutôt autour de la pièce et le son est émis sur les marqueurs qui sont sur la personne, alors que là c'est l'inverse. C'est vous avez l'onde magnétique qui est émise dans la pièce autour et vous avez les enregistreurs qui sont dans les petits marqueurs que vous ayez chacun sur des personnes. Même avantage que pour le son, vous n'avez pas de problème d'occlusion. Les désavantages, c'est que vous avez des interférences qui sont souvent fortes sur les systèmes magnétiques parce que vous avez toutes vos infrastructures informatiques qui est branchée autour et qui émet des ondes magnétiques aussi et qui perturbent. Chaque objet en métal dans la pièce ou dans vos décors vient perturber les choses et puis le volume de capture est limité à cause de ces ondes-là. Donc c'est pas non plus des choses qui ont été complètement gardées. Les systèmes qui sont le plus couramment utilisés sont les systèmes optiques que vous avez déjà vus à pas mal d'endroits. Il y a deux types de marqueurs. Vous pouvez avoir des marqueurs passifs. Ici, c'est à gauche. C'est juste des petites pastilles qui sont branchées, qui sont pluguées, qui sont plantées dans le visage de la personne. Donc, marqueur passif. Vous avez les systèmes plutôt à marqueur actif qui émettent de la lumière. Donc là, par rapport aux deux systèmes de capture qu'on a vu précédemment, un dont le signal qui voyageait était le son, le deuxième dont le signal qui voyageait était les ondes électromagnétiques. Là, le signal qui voyage, c'est la lumière. La lumière, elle peut soit venir directement du marqueur, soit provenir de projecteurs qui vont venir se refléter sur le marqueur et ensuite être filmés par des caméras qui vont enregistrer la position de vos marqueurs. Alors, vous pouvez avoir ça dans une lumière classique avec des sources de lumière. Ça peut être aussi en infrarouge. Donc ça, c'est des choses qui existent aussi pas mal. Par exemple, un système de capture pour ressembler à ça, vous avez des capteurs qui sont dans l'armature en métal autour, qui sont des caméras infrarouges. Donc par exemple, là, il y en a 544 dans ce système-là. L'avantage des capteurs infrarouges, c'est que vous pouvez facilement avoir des plus hautes fréquences. Ici, 900 frames par seconde. Alors, ça dépend ce que vous avez à capturer. C'est beaucoup trop pour la plupart des applications, sauf si vous voulez avoir des choses très très précises. Ici, le personnage est à 30 marqueurs infrarouges qui émettent séquentiellement des sons. Bon, ça, c'est un système. Alors, souvent, on n'est pas dans l'infrarouge, on est plutôt dans la lumière visible, mais l'infrarouge marche aussi. Donc là, c'était juste un exemple de système à capture de mouvement à base de optique, en tout cas. Après, il y en a d'autres. Je vais vous montrer des vidéos où il y a d'autres choses. Donc, les avantages, c'est vous avez une liberté de mouvement parce que vos marqueurs, qui souvent sont passifs, sont pas si sensibles que ça au type de mouvement que vous allez faire. Vous pouvez vous rouler par terre, vous cogner. Normalement, les marqueurs tiennent à peu près. Avec le temps, puisque c'est ce système-là qui s'est développé, tous les algorithmes, toutes les technos sont devenus robustes et vous avez une qualité qui est plutôt forte. Vous pouvez avoir une résolution qui est très grande ou un nombre de frames par seconde devient important maintenant avec des caméras qui sont plus forcément si chères que ça. Donc l'avantage aussi, c'est que le coût, c'est que comme c'est ces technos-là qui ont remporté le marché, bah, le coût baisse et vous pouvez avoir maintenant pour quelques milliers d'euros un système de capture qui fonctionne très bien. Les désavantages de système de capture, vous vous en doutez, comme c'est à base de lumière visible, ben, les occlusions, dès qu'une personne cache une autre, elle peut cacher un marqueur. Donc, il y a des techniques pour essayer de retrouver quand le marqueur réapparaît, il y a des techniques pour essayer de réinventer la trajectoire qui manquait, mais après, pour certaines captures, comme pour la main, vous avez énormément de doigts qui vont venir se cacher les uns les autres, ou alors votre main qui va manipuler un objet dans lequel on ne verra pas les marqueurs de l'autre côté. Ça peut être un problème. Donc souvent, ce qu'on fait pour les mains, c'est qu'on remplace les marqueurs par des gants, par des morceaux de tissu de couleur, et on enfile un gant avec les doigts qui ont chacune une couleur et on fait la capture optique avec ce genre de système-là. Bon, alors ça ça date un peu, mais vous voyez les débuts, hein, les débuts des gros jeux vidéo qui se sont mis à utiliser de la mocap, c'est 2002, 2004. Les films aussi, c'est pareil, qui très vite se sont mis à utiliser de la mocap. Vous avez Vicon qui est un des gros leaders des systèmes de capture de mouvement, Motion Analysis, mais il y en a des dizaines d'autres. Donc on va regarder un petit peu maintenant un système de mocap, le pipeline complet en détail. Il y a pas mal d'étapes qui sont importantes. Alors ça fait appel à différents domaines un petit peu de l'informatique et autres, mais on va essayer de regarder un petit peu tout ça.
Donc en général, avant de faire votre système de mockup, vous devez avoir un espèce de storyboard, une espèce de planning de ce que vous voulez capturer. Vous n'arrivez pas dans une salle de mockup en ne sachant pas trop ce que vous voulez enregistrer. C'est un peu comme pour le tournage d'un film, vous devez avoir prévu un scénario. Vous avez loué une salle de mockup pour une journée ou 2 journées, ou même si elle est dans votre entreprise, c'est que vous l'avez réservée pour un jour et pour 2 jours parce qu'elle est partagée en fonction de différentes divisions de votre entreprise. Donc, de toute façon, vous aurez un temps limité pour faire vos enregistrements. Vous allez avoir des opérateurs qui vont mettre tout le système en place, qui vont calibrer les caméras. Vous allez ensuite enregistrer les performances de votre acteur, obtenir les positions des marqueurs. Les positions de vos marqueurs, ça ne vous fait pas encore une animation à mettre dans votre jeu ou dans votre film. Il va falloir reconstruire le squelette derrière. Vous allez avoir besoin de éventuellement recibler cette animation-là sur le personnage que vous voulez réellement animer. Et puis, alors, vous allez avoir une grosse phase d'édition et puis de nettoyage de vos données pour enlever le bruit ou pour remettre des marqueurs quand ils ont été cachés. Donc, alors, il faut que vous définissiez au départ dans votre système de capture un squelette avec chacun des marqueurs qui va correspondre à chacune des portions du squelette. Alors le truc qui est important de voir au début, c'est que si on prend un marqueur ici qui est là, on va l'appeler coude gauche, mais il n'est pas à l'intérieur de l'os gauche, il est à la surface de la peau. Ça veut dire qu'il va falloir, vous, si vous voulez retrouver les mouvements de l'os qui est à l'intérieur de votre coude pour pouvoir faire le skinning par-dessus, c'est-à-dire pour pouvoir mettre un maillage par-dessus, il va falloir refaire encore un petit traitement là-dessus et puis repositionner votre marqueur au bon endroit. Donc ensuite, alors, vous avez votre personnage là, il est bardé de marqueurs. Ici, ce sont des marqueurs actifs, donc des petites pastilles blanches qui émettent de la lumière. Vous filmez votre personnage. Vous allez obtenir dans chaque image de la caméra un petit point ici jaune, mais bon, en général plutôt un point blanc sur un fond noir. Ça vous donne la position 2D dans chacune des caméras de vos marqueurs. En triangulant, mais je vais y revenir tout à l'heure, vous pouvez retrouver la position 3D de ces données. Une fois que vous avez la position 3D de ces données, il faut repositionner le squelette là-dedans, donc le squelette que vous avez initialisé qui doit correspondre à ce que faisait le personnage au début, il faut lui refaire un fitting sur ces marqueurs-là. Donc, toutes ces étapes-là, elles sont toutes sujettes à problème. Elles peuvent être faites probablement assez rapidement en temps de calcul, mais dès que vous avez quelque chose qui coince, un marqueur qui disparaît, ou là même des marqueurs qui se croisent, et puis ensuite au moment, à la sortie du croisement, vous les perdez, ça peut conduire à un squelette qui n'aura pas tout à fait la forme qui vous intéresse, ou à du bruit dans les données que vous allez capturer. Alors, le principe juste de la triangulation, alors là, je vais faire juste une petite incursion plutôt dans le cours de vision, mais il y a des choses que vous avez dû voir déjà dans les aspects cours de vision et stéréo, mais ça fait pas de mal si on en reparle. Donc là, c'est mon marqueur. Vous avez les deux caméras, alors souvent il y a plus que deux caméras, mais ça marche déjà au moins avec deux. Il faut que vous ayez vos caméras qui soient calibrées, que vous connaissiez exactement la position dans le monde à laquelle elles sont placées, la distance focale entre le centre de projection, la largeur, la hauteur, enfin toutes les caractéristiques de la caméra ont dû être construites. Ce qui se fait souvent en projetant, en montrant devant les caméras un motif qui ressemble à un damier, et puis vous calibrez vos caméras. Une fois que vous avez calibré vos caméras, vous les allumez, vous filmez. Vous avez le marqueur ici, donc le marqueur bleu qui a projeté sa lumière dans ce pixel-ci à gauche. Dans la deuxième caméra de droite, vous avez le même marqueur qui est venu allumer ce pixel-là. Ces deux lignes-là, ces deux droites-là sont les droites épipolaires. En recalculant l'équation de ces deux droites, et en calculant l'endroit où ces deux droites vont venir s'intersecter, on peut retrouver la position 3D par rapport aux deux caméras du marqueur. Alors ça, c'est si tout va bien, c'est si mes deux droites s'intersectent. Dans la vraie vie, il y a de fortes chances pour que votre calibrage ou l'appariement, parce qu'un des gros problèmes de la stéréo, c'est de savoir que c'est ce pixel-là qui correspond à ce pixel-là.
que là, on a allumé qu'un seul des pixels, mais voilà, imaginez que votre marqueur, lui, il va aller se projeter dans une petite zone de l'image qui va recouvrir 4-5 pixels de large sur 4-5 pixels de large. Donc on peut prendre la moyenne, prendre cette zone centrale, vous allez avoir un peu de bruit au bord, etc. Donc probablement que tous ces éléments-là ne seront pas très précis, puis vos deux droites ne vont pas s'intersecter. Elles vont passer pas loin, mais elles ne vont pas s'intersecter. Et si on prend une troisième caméra, la troisième droite, il y a peu de chances qu'elle vienne s'intersecter aussi exactement proche des deux premières droites. Donc là, c'est pareil, on refait une petite phase d'optimisation, souvent avec des algorithmes de minimisation au moindre carré. En gros, on essaye de minimiser la distance au carré de l'intersection des trois droites, et ça nous donne la position du marqueur. Alors ça, je vous renvoie au cours de stéréo et au cours de computer vision que vous avez dû avoir et qui détaille un petit peu plus ces choses-là. Alors ensuite, étape d'après, une fois que vous avez retrouvé la position de vos marqueurs, c'est retrouver le squelette là-dedans. Alors ça, vous n'avez pas forcément beaucoup de cours qui font ça, mais je vais vous en donner, je vais vous donner quelques intuitions. Ah oui, alors quand je vous disais votre cours de computer vision, c'est plutôt un cours que vous allez avoir en M2. Donc c'est un cours que vous n'avez pas en M1. Mais bon, voilà, en M2, c'est une des parties des choses que vous allez voir. C'est comment est-ce qu'on fait de la stéréo et de la reconstruction 3D. Donc là, ensuite, donc, on est capable de retrouver en 3D la position de ces marqueurs. Maintenant, il va falloir retrouver le squelette là-dedans, en essayant d'éviter les marqueurs qui se croisent, les marqueurs qui s'échangent. Donc il y a des filtres, il y a le filtre de Kalman. En gros, on essaye de se baser sur des choses temporelles. Donc c'est pour ça que souvent au début de l'animation, le personnage part avec sa position, les bras écartés en T, parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune ambiguïté sur les marqueurs. Ils sont tous bien séparés, on peut positionner le squelette là-dedans et on n'a pas de problème. Et ensuite, à chaque mouvement, à chaque nouvelle frame qui arrive, on connaît la position des marqueurs à la frame précédente. On suppose qu'à la frame précédente, on avait calculé la position au bon endroit. Et on peut même connaître la position au temps t-2. Donc avec le temps t-2 et t-1, on connaît la vitesse de déplacement des marqueurs. Et à partir de cette vitesse de déplacement, on peut estimer où va se trouver la nouvelle position du marqueur à peu près. Et c'est dans cette zone-là qu'on va aller rechercher. Et puis pareil, on fait une optimisation pour vérifier que chaque articulation du squelette va bien retrouver son marqueur dans le nuage de points des marqueurs là et à peu près collé. Donc le fait d'avoir tous les marqueurs ensemble fait que cette optimisation en général converge vers quelque chose qui est assez juste. On peut aussi utiliser une base de données d'animation, j'en reparlerai un petit peu plus tard, dans lequel on connaît des dizaines ou des milliers de poses plausibles pour un squelette. Et ça aide à retrouver, ça aide surtout à ne pas chercher dans tout l'espace possible des configurations de squelette possibles, mais à chercher que dans les configurations de mouvements qu'un humain peut faire. Un mouvement, l'espace peut être réduit. Un humain, il va faire des déplacements, attraper des objets. Voilà. Il y a quelques centaines ou quelques milliers d'objets qu'il va être capable de faire. Et si on ne peut rechercher les positions que là-dedans, si on veut ne prendre que quelques millisecondes pour la recherche. Alors peut-être on peut regarder une petite vidéo. Donc la vidéo, on peut commencer par celle-ci. Donc c'est pareil, c'est une séance de mock-up qui date un peu, on pourrait écouter ce que nous raconte la personne, mais ce qui est intéressant, j'ai déjà oublié d'appuyer sur... Ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que vous avez déjà... Donc toutes les caméras sont posées sur des pieds autour, on voit pas très bien sur la qualité de la vidéo, mais en tout cas on comprend très bien que là on a une grille, cette grille va servir à calibrer les caméras. Donc à chaque pas de temps, quand vous allez faire votre mode cap, si jamais il y a une des caméras qui a bougé parce qu'elle s'est pris un coup pour X raison, bah, vous avez votre grille et vous pouvez recalibrer votre caméra à chaque frame de votre mocap. Ensuite, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le personnage, il est bardé de décors en carton et en plastique, avec éventuellement des marqueurs dessus, et ces marqueurs vont servir à ensuite réafficher là ici l'arme en 3D, mais bon, le costume, alors le personnage est tout noir, mais le costume, le skinning sera rajouté par-dessus. On a vu aussi un petit peu des petits éléments de décor, là, vous voyez, il y a des choses qui ont été construites, une grue, une espèce de planche qui a été construite en bois. Donc ça correspond à des décors qui vont ressembler à ce qui se passe dans le jeu vidéo, mais c'est pas exactement ce que vous avez dans le jeu vidéo. Système de cordes, alors les cordes sont invisibles à la mocap, c'est très bien. Quand vous avez besoin d'avoir des choses qui se secouent, des tremblements de terre, bah vous avez
quelqu'un qui secoue le décor, puis là on voit qu'on a les marqueurs, et vous avez le résultat avec le skinning derrière. Donc après ça se passe un peu comme une scène de tournage, hein. Vous avez un réalisateur qui vous indique, je vais aller un tout petit peu vite, mais ça va revenir je pense. On avait juste le nuage de points, donc ça c'est le maillage avec le skinning derrière, les escaliers refaits en carton, ce qu'on va avoir dans le jeu. La prévisualisation n'est pas temps réel, mais par contre, on peut avoir sur le bord de la scène de tournage directement une prévisualisation indique s'il faut retourner la scène ou pas. Par contre, c'est pas complètement en temps réel et les acteurs doivent se débrouiller pour jouer dans le décor et ne pas jouer dans l'ambiance réelle de l'application, du film qu'ils sont en train de tourner. Ça, c'est plus un résultat. Bon, vous irez voir certaines vidéos, vous en trouverez d'autres sur Internet. Je peux vous montrer celle-là. Alors celle-là, c'est voilà, donc vous avez un système de capture avec un gant, j'y arrive pas décidément, et en même temps vous avez un système de mocap. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut combiner deux systèmes de mocap ensemble. Vous avez le inside in qui est le gant, et vous avez le système Vicon avec la caméra et les marqueurs qui vont capturer le corps. Donc inutile de remélanger les deux animations après coup, on les enregistre les deux en même temps. Le rouge, c'est le gant, décidément, et le squelette. Allez, encore une vidéo commerciale qui pareil, date un peu, mais c'est assez proche de l'état de l'art. Donc, c'est une vidéo commerciale, donc ce système-là, qui était, je ne sais plus, Vicon probablement toujours, ils sont assez fiers de montrer qu'ils sont capables de capturer 10 personnes en même temps, qui font des interactions. N'empêche qu'on va voir que pendant toute cette séance de capture, les personnes, elles font des mouvements assez contrôlés, elles ne se rapprochent jamais complètement trop les unes des autres. Donc elles commencent déjà par rentrer dans la salle de mocap, elles se mettent devant la caméra. Ce que peut voir l'opérateur, c'est la position ici de toutes les caméras de la mocap. On voit le squelette qui se déplace en temps réel. Donc on peut voir on verra pas, on le verra tout à l'heure la position des marqueurs, mais on peut voir que le squelette est reconstruit, donc le fitting est reconstruit dans la zone là en temps réel. Alors ils se rapprochent tous, ils se touchent pas trop, hein, parce que quand vous commencez à avoir des mouvements où les bras d'un acteur viennent toucher les bras d'un autre, ça veut dire que les marqueurs vont se croiser, qu'il y aura certainement des pertes, du bruit et des retouches à faire à la main. Donc là il y a zéro retouche, on vous montre directement ce qui se passe en temps réel. Leur système marche tellement bien que vous pouvez même avoir les marqueurs qui passent la tête en bas et ceux des pieds qui passent en haut. Ça fonctionne. La personne peut se rouler par terre, les marqueurs sont quand même retrouvés, le squelette a l'air à peu près correct. Alors si on allait voir de près, peut-être qu'il y aurait quelques marqueurs de perdu à certains endroits, mais ça a l'air quand même de plutôt bien marcher. Donc ensuite, il peut même y avoir une interaction, des interactions avec des objets, les personnages courent, mais vous voyez que c'est quand même pas complètement ce qui se passe dans un vrai match de foot. C'est que les gens bougent pas trop, tiens, ça c'est une bonne image, en gros, parce que le souci c'est que voyez, quand vous avez 10 personnes avec chacun votre marqueur, ça fait 300 points qui se baladent dans l'espace. Tant que ces points-là sont distincts les uns des autres, là, ouais, on a un personnage ici, un personnage là, ok, aucun problème. Par contre, quand ils vont commencer à être les uns sur les autres, et commencer à avoir des interactions, là, les deux ou les trois sont ensemble, ça veut dire que votre fitting de squelette, il doit retrouver dans ce bazar-là qui appartient à quoi. C'est pas si simple que ça. Alors là, ça y est, ils se mettent les bras les uns sur les autres. Ça continue de marcher, mais on voit plus trop le squelette. Est-ce qu'on voit même le nuage de points? Non, on ne montre pas si on voit le squelette. Ça a l'air à peu près bon, mais si on allait voir de près, est-ce que c'est si bon que ça? Bon, probablement que c'est pas si mal, mais ça reste un problème qui est pas si simple que ça. Surtout que si vous voulez avoir une prévisualisation en temps réel, il faut que vos algos soient assez rapides. Oups, bon, la fin c'était toujours à peu près la même chose. Alors ça c'est plus pour vous montrer que on est capable de faire la mocap, le fitting du squelette, le skinning, c'est de remettre un maillage par-dessus en temps réel, donc ça peut être utilisé dans un système d'émission télé en temps réel dans lequel la mocap est faite et le personnage virtuel s'affiche. Il y a quelques émissions télé qui utilisent ce genre de choses, ça marche plutôt bien.
Alors, étape suivante, c'est des choses qui sont un petit peu plus récentes côté industriel, mais qui commencent à arriver là. C'est plutôt la capture, la markerless motion capture, qui est la capture sans marqueur. Parce que c'est vrai que c'est quand même une contrainte d'avoir un décor qui est fixé, d'avoir une tenue noire, de devoir s'équiper en mettant des petites pastilles, des petites billes. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire une capture de marqueur, une capture de mouvement sans marqueur? Alors, il y a différents algos qui existent. Je vais vous en montrer principalement deux. Après, il y a des choses un peu plus récentes qui, à base de deep learning, qui existent, mais c'est plus à l'objet des cours de M2. Donc, un algo qui marche plutôt bien, c'est le Visual Hull, mais qui demande à ce que vous ayez des caméras dans toute la pièce et qui regardent le même objet. Donc, Visual Hull, c'est enveloppe convexe et ça essaye de découper vos objets avec la silhouette. Vous avez une première phase de l'algorithme qui soustrait le fond de la silhouette. Donc en gros, vous avez d'abord votre caméra, elle filme un petit peu le décor sans qu'il y ait personne qui est dedans, pour qu'elle apprenne, entre guillemets, la couleur du fond. Puis quand une personne réelle, un acteur arrive devant, on récupère la silhouette. On fait ça dans chacune des caméras. La première caméra, au début, on a un espèce de gros bloc de pâte à modeler, on a des voxels, donc vous avez au voxel vous avez un gros cube rempli de petits cubes, 1024 au cube, et puis vous prenez votre première silhouette, et puis vous taillez vous faites une projection ici de cette silhouette-là dans votre cube, et vous allez éroder, vous allez garder que ce qui est à l'intérieur de la silhouette et éroder le reste. Donc ça vous donne une première espèce d'extrusion de votre objet suivant un des axes. Vous faites la même chose avec la deuxième caméra, avec la troisième caméra, avec la quatrième caméra, avec la cinquième caméra, et puis vous obtenez la forme 3D de votre personnage en forme de voxel. Donc des petits cubes qui ont été chacun supprimés. On a gardé que ceux qui appartenaient, qui étaient visibles dans chacune des caméras. Donc ça, c'est des choses qui marchent plutôt pas mal. L'algo est plutôt malin. Alors on n'obtient pas un maillage, mais on obtient des voxels. À partir de ces voxels, je peux vous montrer des vidéos. À partir de ces voxels, on peut même récupérer dans chacune des caméras la couleur. On peut presque les afficher directement dans l'application. Allez, je vous remonte la vidéo. Alors ça, c'est plus un bench fait sur des images de synthèse. Donc, c'est des images de synthèse dont on a récupéré dans chacune des caméras. On récupère les voxels, et une fois qu'on a récupéré les voxels, on fait le skeleton fitting. Donc, on place un squelette dans le nuage de voxels. Pareil, on fait une optimisation pour essayer de retrouver où est-ce que chacun des marqueurs doit se positionner dans le nuage de voxels. La version avec des vrais humains. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits au LIRIS qui datent un peu, qui ont une dizaine d'années. Donc après, vous voyez qu'il peut y avoir des défauts, c'est que l'ombre de la personne au moment de la soustraction de fond ne marche pas forcément très bien. La résolution des caméras va donner la qualité de ce que vous reconstruisez. Là, ça devait être des caméras qui faisaient 640 x 480, donc on retrouve un nuage de voxels qui a cette résolution-là. Alors, c'est pas forcément à vocation à être montré, mais par contre, dans ce nuage de voxels, on peut récupérer le squelette. Alors ici, là, la démo, c'était même pour montrer que la personne peut sortir de la caméra, c'est-à-dire qu'on va garder ici que les caméras dont l'image est bleue, les caméras dont l'image est noire, on ne garde pas l'image parce que la personne sort. Mais ça marche. On va en avoir une deuxième. Oui, alors ça, c'était plus avec la reconstruction du squelette en même temps. Alors là, il y a une petite info de plus, c'est qu'on fait une détection du visage et des mains. Et on obtient les scales. Alors, ces travaux-là qui sont du LIRIS datent de même avant la Kinect. Donc, c'est des travaux qu'il faut pour replacer un petit peu dans un contexte historique. Maintenant, vous avez des Kinect ou des RealSense ou des outils 3D, même à base de deep learning, qui font des résultats au moins aussi bons que ça. Alors, il n'y avait même pas de vérification sur les croisements du squelette, donc l'optimisation aurait pu être largement meilleure ici en rajoutant les choses, mais donc on avait un résultat qui était équivalent à ce que la Kinect a proposé quelques années après. Donc ça permet. Alors ça remplace pas un système de mocap. On va pas utiliser cette animation-là dans un film ou dans un jeu vidéo parce que la précision va être que de quelques centimètres. Par contre, pour toutes les applications interactives, dans un jeu, il n'y a aucun problème à utiliser ce genre d'outil-là. Donc
Donc après, le même principe que tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a reconstruit nos voxels, qui sont ici en blanc, alors ils sont très clairs, c'est blanc sur fond blanc, mais on va être capable de faire une espèce de contraction de ces voxels, c'est-à-dire que tous les voxels qui sont à la surface vont disparaître, et puis petit à petit on va éroder, comme le même principe que les algorithmes d'érosion et de dilatation sur les images, on va éroder jusqu'à arriver au centre du nuage de voxels. On obtient ici les voxels qui seront en rouge, qui serviront ensuite à positionner le squelette à l'intérieur. Donc ça veut dire que chacune des articulations du squelette va devoir être proche d'un voxel rouge et va être tirée plus ou moins par chacun des voxels rouges pour se positionner comme il faut, avec à chaque fois comme contrainte qu'on veut garder que la longueur des articulations reste constante, bien sûr. Le squelette, on ne veut pas que le bras s'allonge ou que le bras se raccourcisse. C'est moins précis que la capture avec des marqueurs, mais ça ouvre des nouvelles portes pour le futur et puis pour les interactions. Je vous ai déjà montré des vidéos. Alors cette idée-là, elle a été reprise à peu près au même moment et avec un système un peu encore plus efficace qui est avec la Kinect, le Kinect V1, la Kinect V2. Au lieu, le système à base de, donc là je vous ai montré un système dans lequel il y avait 3, 4, 5 caméras. Sur la Kinect, eux, ils ont utilisé enfin, deux caméras plus un projecteur. Le projecteur, ça permet de projeter une lumière structurée, mais je vais y revenir un petit peu plus loin. Ça vous permet de projeter un motif sur vos objets qui vous aide à faire de la reconstruction 3D dessus. Donc il y a une caméra rouge, vert, bleu qui capte la couleur comme une webcam standard. Puis vous avez une caméra infrarouge qui, elle, va essayer de construire une carte de profondeur. Euh, c'est une carte, donc ça envoie un laser, ça chronomètre le temps qu'a mis, ça envoie, pardon, un laser, ça envoie une lumière infrarouge, ça chronomètre le temps que met cette lumière pour revenir. Ça, c'est avec le projecteur, et ça vous donne une information de profondeur. Alors, souvent, la résolution de la Kinect n'était pas énorme, mais ça permettait au moins, à partir de la carte de profondeur, c'est comme un Z-buffer, hein. Vous avez une information, plus c'est clair, plus votre objet est proche, et plus c'est sombre, et plus votre objet est loin. Ça vous donne pas, ça vous permet pas de reconstruire un maillage 3D ou un objet en 3D. Par contre, ça vous permet de positionner le squelette à l'intérieur de cette carte de profondeur. Surtout que pour la Kinect, Microsoft avait utilisé 20 millions d'images dont le squelette était connu, avec 200 poses distinctes, et ça permettait ensuite de faire un apprentissage, de faire une classification sur cette carte de profondeur pour retrouver le squelette sur la carte de profondeur. Vous connaissez tous la Kinect, hein. L'utilisation, c'est pas de remplacer la mocap, c'est interaction dans les jeux vidéo, et pour ça, ça marche plutôt bien. Alors la Kinect est un petit peu en perte de vitesse, mais c'est remplacé par un système qui s'appelle Renaissance, qui est fait par Intel, mais le principe est plus ou moins le même. C'est que vous avez toujours ce principe-là de stéréo. Donc vous avez deux images parce que vous avez deux caméras, c'est comme sur la Kinect, hein. Sauf que sur la Kinect, vous aviez l'infrarouge et le projecteur. Alors eux, ils ont un système de stéréo plus un projecteur. Ça, c'est les deux images vues par mes deux caméras l'une à côté de l'autre. Si je suis capable d'apparier chacun des pixels en disant sur mon image gauche, tel pixel correspond à tel pixel sur mon image droite, j'envoie mes deux droites, je regarde l'intersection la plus probable entre ces deux droites-là, je récupère la couleur sur la carte, sur la vidéo que j'ai filmée, et je suis capable de faire une reconstruction 3D comme ça. Donc en le faisant aussi par bloc. Donc tout le problème de la stéréo, c'est de savoir quel pixel correspond à quel autre pixel dans l'image. Ça, c'est le problème classique si vous êtes capable de résoudre ça, ensuite vous avez toutes les équations de perspective qui vous donnent l'information de profondeur. Par contre, si vous avez des objets qui ont beaucoup la même couleur, ça va être compliqué de les apparier. Donc là, par exemple, dans mes images, quand vous avez des zones autour du rouge, il va falloir quand même apparier la segmentation de la zone que vous avez là avec l'image, avec le bloc qui est de l'autre côté. Alors il y a des algos qui sont un petit peu meilleurs que celui qui est là, parce que là on voit quand même qu'il y a beaucoup de bruit dans ma reconstruction. Il y a des algos, voilà, quand on se met à apparier les régions ensemble, on obtient un motif qui est un peu plus propre. Voilà, c'est un exemple de reconstruction 3D, hein, on peut faire largement mieux que ça, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Euh, Donc, toujours là. Alors, ce système-là qui a été plutôt utilisé au début pour la Kinect pour retrouver le squelette,
Il y a des gens qui se sont dit, ben, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin sur la stéréo et qu'on n'essaierait pas maintenant de reconstruire la surface complète en 3D de mon personnage et pas juste le squelette. Alors, c'est des choses qui sont pas complètement stables, mais qui donnent des bons résultats. Alors c'est surtout pour le visage que les choses ont été faites. Sur les vêtements, même si l'utilité est un petit peu moins forte, mais c'est des choses qui peuvent marcher aussi sur les vêtements. Alors, sur le visage, ce qui était fait avant, ce système-là, c'était de mettre des marqueurs, donc exactement comme pour le corps, sauf que les marqueurs sont moins pratiques à fixer sur le corps, donc il faut que vous ayez des petites aiguilles, vous les plantez dans la peau, ça marche. Typiquement, là, le résultat dans un jeu de basket, le joueur de basket a été capturé comme ça. La mocap dans Avatar, des petites pastilles vertes sur le visage de l'acteur, un bonnet en général pour cacher les cheveux, et on est capable de réanimer le visage derrière. Alors souvent, c'est pas la surface complète qui est capturée, c'est juste le mouvement des points, et le mouvement des points va servir pour animer le maillage du personnage virtuel qui est de l'autre côté. Alors, il y a des systèmes de capture qui sont allés en disant, en rajoutant des traits de couleur sur les zones qui nous intéressent. Donc sur le visage, les zones importantes qui donnent du réalisme, c'est pas juste le mouvement des points, c'est aussi le mouvement des rides. Donc pourquoi ne pas tracer des couleurs sur chacune des rides, et ce qui va aider à faire la mock-up, à faire une mock-up un peu plus précise. Donc on peut détailler un petit peu comment fonctionnent ces choses-là par rapport au corps. Votre personne est bardée de marqueurs. Vous avez quelque part besoin de faire une correspondance entre chacun des marqueurs et le maillage que vous voulez animer derrière. Donc dire par exemple que ce marqueur-là sur le coin de la bouche, il correspond à ce marqueur dans le maillage et il correspond à tel morceau du triangle. Alors ici, ce que vous voyez en vert, c'est le maillage des marqueurs, et ce que vous voyez en orange, c'est le maillage que vous voulez afficher derrière. Souvent, il a une résolution plus grande que celle-ci, mais ça vous donne déjà un bon exemple. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que chacun des sommets du maillage orange que vous voulez animer va être projeté dans un des triangles de marqueurs que vous avez en vert. Donc si on regarde ici par exemple ce vertex-là du maillage orange qu'on veut animer, on va le repositionner dans ce triangle-là de marqueurs, on va calculer les coordonnées barycentriques de ce point-là et on va retrouver en disant ce vertex de mon maillage est influencé par telle valeur de ce point-là, puis par telle valeur de ce point-là et telle valeur de ce point-là. Ce qui fait qu'après, quand vous faites votre mocap, que vous capturez les mouvements des points du maillage vert, du maillage de marqueur, ce maillage vert va se déformer et vous allez pouvoir recalculer automatiquement la position du point orange dans cette nouvelle configuration 3D d'animation. Une vidéo pour illustrer ça. Est-ce que c'est celle-ci la vidéo? Oui, pourquoi pas. Ah oui, alors ça aussi c'est le même principe mais étendu au corps complet. Alors, je vous montre les résultats. Voilà, c'est plus ça que je voulais vous montrer, c'est que au lieu d'avoir dans les premières vidéos de mocap que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait une trentaine de marqueurs sur chacune des articulations. Eux, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on passerait pas à 300 marqueurs et qu'on en mettrait sur toute la surface du corps et on va reconstruire, on va faire la mocap complète de la surface du corps. Mon personnage part comme toujours, les bras écartés pour bien faire la correspondance de mes marqueurs. Ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on peut voir que là, vous allez avoir beaucoup plus de pertes. Il y a des marqueurs, tous les marqueurs qui sont vers la poitrine, sous les bras, en général, vont être très souvent cachés, donc il va falloir reconstruire leur trajectoire. Alors la vidéo a essayé différents algorithmes dans lesquels vous avez des craquelures qui apparaissent si vous faites juste une reconstruction rigide de vos marqueurs. Après, si vous faites des interpolations avec les marqueurs qui sont autour, que vous rajoutez des aspects temporels, vous allez pouvoir corriger ces problèmes. On ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est plus que à partir de ce moment-là, on n'a plus que le squelette, on capture aussi la surface. C'est un des premiers travaux sur lesquels on capturait la surface. Alors, ils ont choisi des gens dans lesquels la surface était importante. Alors souvent, c'est plutôt sur les vêtements. Le problème des vêtements, c'est les plis qui vont cacher vos marqueurs, donc c'est pire. Là, ils ont trouvé les bons sujets qui illustraient bien le problème. Donc vous voyez qu'on n'a pas juste le squelette qui est capturé, on a toute la surface qui se déforme. Souvent, ça c'est des choses qu'on obtenait, puis même encore maintenant, qu'on obtient plutôt avec une simulation biomécanique. Vous avez un système d'animation avec les muscles
de la graisse de la peau par-dessus, puis vous faites la déformation de l'objet. Là, vous passez de tout ça, vous avez directement la capture qui est faite. Bon, je vous laisserai regarder la vidéo. Il y a plusieurs exemples avec différents sujets. Mais c'est toujours pareil, le principe est le même, hein, 300 marqueurs, on recalcule, on recapture la surface à chaque fois. Alors là, vous avez les marqueurs et la reconstruction 3D. Donc ici, vous avez le maillage de marqueurs, qui quand même est assez dense. Et puis derrière, on ne le voit pas, mais vous avez le maillage avec la texture. Alors en même temps, vous pouvez récupérer la texture. Ah non, bah là, il y a juste, je ne sais plus, oui, non, il y a juste le maillage de marqueur et sur chacun des texels de votre texture, vous récupérez la couleur qui est issue de la caméra. C'est pour ça que dans la texture, vous avez la couleur de vos marqueurs qui apparaissent. Donc un exemple de résultat de capture de visage qui peut être très pratique. Donc on en était à la capture de visage, on a vu la capture du squelette avec marqueur, puis des débuts de capture sans marqueur. On a commencé à capturer aussi des choses un petit peu plus précises en rajoutant un nombre de marqueurs qui devient important, 200 ou 300 sur le visage ou sur le corps. Ensuite, les gens ont bien sûr, un peu en parallèle, quand je dis ensuite, c'est plus, je me rapproche un peu plus de la complexité. Les gens ont essayé de faire de la capture de visage et donc de surface sans marqueur. Alors, sans marqueur, au moins déjà avec de la lumière structurée ou à base de scanner. Donc, les choses qui marchaient pour un scanner, c'est globalement d'essayer de reconstruire la surface 3D d'un objet. Ça se fait, alors ça se fait pas avec une caméra, ça se fait avec une espèce de caméra linéaire. C'est qu'on projette un laser sur un plan, on chronomètre combien de temps le laser met à revenir, et ça donne une information de profondeur. Comme pour la lumière infrarouge de la Kinect, sauf que la lumière infrarouge de la Kinect c'est une grille 2D, alors que ici c'est une grille 1D de laser, mais le laser tourne tout autour de l'objet. Ça marche pas pour faire de la capture de surface, parce que pour la surface on aurait besoin au moins de projeter un motif 3D. Et puis de faire un laser avec un motif 3D, vous avez des problèmes techniques et physiques qui font que ce n'est pas forcément très précis. Mais si vous vous souvenez un petit peu de mes principes de triangulation de stéréo et tout à l'heure, un des points difficiles de la stéréo, c'est d'apparier les points entre les deux images ou entre les trois images, entre les n images. Donc savoir que le pixel jaune ici correspond au pixel jaune ici, que le pixel orange correspond au pixel orange, que le pixel vert correspond au pixel vert. Par contre, une fois que vous avez réussi cet appariement, je vous ai dit déjà, toute l'information 3D est facilement retrouvable si vous avez bien calibré vos caméras. Donc, le gros du problème de la stéréo, c'est de savoir quel pixel correspond à quel pixel. Donc de résoudre le problème d'appariement entre deux images, ou entre n images. Alors il y a des gens qui se sont dit, mais ok, les objets qui ont des couleurs différentes, ça aide et ça marche bien, parce qu'on va détecter la frontière entre la zone rouge et la zone bleue d'à côté, et puis ça va nous donner ces points-là. Les gens se sont dit, ben, on va essayer de provoquer cette différence de couleur entre deux zones en projetant une lumière structurée. Par exemple, si on prend un exemple tout simple, je prends un vidéoprojecteur tel qu'on peut l'avoir dans un cours, on projette des bandes noires et blancs, vous passez un objet devant, et ben là on peut facilement, même un humain peut détecter ici en suivant la ligne noire ou en suivant la ligne blanche, on peut détecter la ligne qui correspond à la silhouette et puis faire une reconstruction 3D qui est plus simple parce que ici quand je vais faire de l'appariement entre la partie blanche de cette image et la partie blanche de l'autre image, ben, je sais que je ne vais pas avoir besoin de chercher dans la partie noire. Donc j'ai vraiment les rayures qui vont m'aider à faire l'appariement. Alors ces rayures-là peuvent être beaucoup plus serrées. Par exemple ici, on a des rayures qui sont très proches les unes des autres. Et puis on va faire une reconstruction 3D de cet élément-là en gagnant du temps sur l'appariement. Alors ces bandes ici, elles sont verticales. On peut imaginer des bandes qui sont horizontales. On peut imaginer des bandes qui changent, dont le motif change au cours du temps. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Donc là, par exemple, la même image stéréo qu'on avait tout à l'heure, si vous projetez un motif lumineux dessus, alors l'idéal, c'est ce que fait RealSense là, c'est de projeter une lumière structurée, mais qui n'est pas visible à l'œil nu,
qui est visible seulement par la caméra. Ça évite d'être ébloui par le projecteur qui vous projette le motif. Et vous voyez le gain qu'on peut avoir, ça c'est sans projection de lumière structurée, ça c'est avec projection de la lumière structurée. La projection de la lumière structurée, on a une reconstruction 3D, une carte de profondeur ici qui est beaucoup plus continue et qui va être beaucoup plus efficace pour les algorithmes de stéréo. Donc le résultat, vous voyez, le résultat qu'on obtient en 3D, alors oui, autour, les objets sont loin, mais par contre ici, on a bien la surface des caisses qui est à peu près bien reconstruite, et avec ça, on peut commencer à faire des choses d'interaction. Ça remplace pas un scanner, ça ne va pas remplacer non plus un système de mocap précis avec plusieurs caméras et avec des marqueurs, mais par contre, on va pouvoir faire des tonnes et des tonnes d'applications à partir d'une simple petite caméra qu'on pourrait embarquer que RealSense peut être embarqué dans un ordinateur portable. Donc là, en système, c'est pareil, c'est un système de 2005, mais le principe est le même. C'est qu'ils avaient leur projecteur qui projetait la lumière structurée, ils avaient deux caméras, ils avaient en plus rajouté un miroir pour faire comme si c'était de la stéréo. Donc le miroir servait à dupliquer les images. Bon, le traitement se faisait à l'époque sur deux PC, mais ça fonctionnerait très bien aussi avec un PC actuellement. Et puis on a la reconstruction 3D de l'animation du visage. Alors je vous montre, on peut trouver des résultats qui sont meilleurs maintenant, je vous en montrerai d'autres, mais ça donne déjà une bonne idée. La reconstruction peut être en temps réel. Euh, les discontinuités autour des rayures sont pas si importantes que ça, et ça donne un résultat qui est déjà pas mal. Alors l'inconvénient, parce qu'à l'époque la lumière c'était un vrai projecteur, c'était que l'acteur est obligé de faire sa performance d'acteur devant un motif, pardon, devant un motif qui lui éblouit un petit peu les yeux. Mais par contre, vous voyez que là, si on veut faire de la stéréo sur ces images-là, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir de la lumière structurée qui aide à faire l'appareillement. Alors ensuite, eux, ils ont introduit une idée supplémentaire, mais qui a continué d'être utilisée derrière. C'est que ici, on fait la stéréo avec la lumière structurée. Il reste quand même du bruit, mais le résultat est bien mieux que sans lumière structurée. Et eux, ils ont introduit l'idée en plus au lieu de faire la reconstruction stéréo juste sur le frame image gauche, image droite, c'est d'utiliser aussi les deux frames précédentes, donc de prendre quatre frames. C'est l'image au tenté plus un, gauche et droite, ça fait les quatre frames, et c'est un petit peu comme si on avait quatre caméras, et finalement, si votre caméra filme à 60 images par seconde, si vous prenez les quatre frames, c'est comme si elle vous filmait à 30 images par seconde, et à la place, vous avez quatre caméras pour la reconstruction. Donc on voit que le maillage est encore un petit peu plus propre. Il n'est pas utilisable et montrable directement, mais il est plus propre qu'ici avec moins de bruit. Donc ensuite, je vous ai dit aussi que souvent on faisait de la capture. Alors, quand on fait la capture de marqueurs, c'est pas directement les marqueurs qu'on va afficher dans l'application 3D. Et bien là, c'est pareil. Même si vous avez un maillage qui est reconstruit de manière assez propre et presque réutilisable, on pourrait presque le montrer directement comme ça. C'est quand même pas lui qui va être réutilisé pour afficher le maillage derrière. Donc c'est plutôt là, vous avez une tête de la personne que vous voulez réellement animer, un maillage qui a été bien produit avec des triangles très fins, des textures, des normales, exactement l'acteur que vous voulez afficher dans votre application. Et la mocap, on ne va absolument pas utiliser le maillage pour le montrer, on va simplement utiliser le maillage pour comprendre quelles déformations vont être faites sur ce maillage-là, et on va réappliquer les mêmes déformations sur le maillage ici. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un système, au début, une petite phase d'appariement. C'est un peu comme quand l'acteur se présente en étant en position T. Bah là, c'est pareil, c'est l'acteur se présente en disant le coin de l'œil est ici, le coin de l'œil est là, l'intérieur de l'œil est ici, l'intérieur de l'œil est là, etc. Puis pareil pour les lèvres, pareil pour le nez. On va avoir une vingtaine ou une trentaine de points d'appariement. Et ensuite, ben, on va avoir une séquence qui va suivre les déformations dans l'image en haut. Donc ça se fait avec on a des algorithmes qui s'appellent de flux optique. Ça suit un point dans une image vidéo. Il n'y a pas de maillage 3D. Ces mêmes algos, on peut les adapter sur les maillages et essayer de faire un suivi. On appelle plus ça un flux optique, mais on peut essayer de faire un suivi de chacun des points dans le maillage et dans la déformation, aidé par le temps et par la reconstruction 3D. Et ces déformations-là, ensuite, vont être réappliquées sur le maillage en ayant des zones d'influence. Donc ici, pour chaque sommet du maillage, on va calculer la zone d'influence par rapport au point. Et puis la déformation de la capture va se réappliquer derrière.
Alors bon, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, voilà, c'est un petit peu l'historique. On est passé de système de capture de mouvement sur lequel on mettait plein de marqueurs sur la personne, à des marqueurs de plus en plus discrets, à de la projection de lumière structurée, et puis maintenant à des résultats de capture de mouvement où on n'a plus besoin de lumière structurée, où la lumière, alors éventuellement la lumière structurée n'est pas visible, euh, elle est pas dans les fréquences visibles par l'œil humain, ou il y a des choses autour du deep learning qui peuvent donner des résultats meilleurs que ça, mais ça c'est plus l'objet du cours de M2. Je peux vous montrer des vidéos. Alors si, il y a la version avec la lumière structurée, je ne vous l'ai pas montré finalement. Allons-y. Donc ça, c'est ce qui est filmé par les caméras. Ça, c'est... Ah oui, alors de temps en temps, ce que dans leur algo, c'est que de temps en temps, la lumière structurée n'était plus projetée et c'était pour récupérer la texture. Parce que si vous voulez récupérer la texture et que vous avez projeté une lumière structurée sur le visage, vous récupérez les motifs. Donc il y avait une frame sur 5 ou une frame sur 10 sur lequel il n'y avait pas de lumière structurée et on pouvait l'utiliser pour récupérer la texture et la couleur de la peau de la personne filmée. Alors, vous voyez, le système de mocap ressemble à ça. C'est pas forcément rigolo de faire ses actions avec les flashs dans la figure, mais c'est pas non plus rigolo d'avoir des marqueurs plantés dans le visage. Donc vous avez les caméras noir et blanc, des caméras couleur, et une fois de temps en temps, vous avez aucun motif pour récupérer la texture. La stéréo est faite sur toutes ces images-là. Le stéréo est toujours plus robuste quand vous avez plus d'images. Donc ça, c'est juste la stéréo avec deux caméras. Ça, c'est avec la lumière structurée. Ça, c'est avec la lumière structurée plus le temps. Non, c'est celle-ci, la lumière structurée avec le temps. Euh, je ne sais plus quelle est la différence entre les deux du bas. Ça n'a pas forcément énormément d'importance, mais en tout cas, la qualité est bien meilleure. Donc ça, c'est ce qui est capturé. Je vous ai dit, c'est pas du tout ce qui va être utilisé dans l'application. C'est plutôt les déformations qu'on va retrouver sur ce maillage-là vont être réappliquées sur un autre maillage. Alors, vous voyez que souvent, les systèmes de capture de mouvement, les défauts qu'elles ont, c'est les cheveux, parce que ça réagit très mal enfin, pas très mal à la lumière, mais c'est la supposition que l'appariement 3D sur les cheveux ne marche pas. Et puis l'intérieur de la bouche, c'est pareil, quand vous avez une zone qui est très sombre, l'appariement, retrouver quel pixel correspond à quel autre pixel ne marche pas non plus. On va avancer un tout petit peu. Bon, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous voyez on récupère les déformations et on les applique sur le maillage. Donc là, le maillage qui est affiché, c'est le maillage exactement de la personne qui a été capturée. Donc il y a un artiste, un modeleur qui a créé qui a créé un visage qui correspond exactement à la personne qui a été filmée. Ça fait croire que la mocap est de meilleure qualité. Bon, ensuite, ils ont un système où on peut éditer l'animation. Avec le résultat, si vous enlevez le tour noir, etc., que vous mettez ça au milieu de votre film juste en ayant récupéré la mocap, c'est bluffant. Enfin, on croit que c'est. Et pourtant, c'est des travaux qui ont déjà 15 ans. Donc, avec les résultats un peu plus précis de maintenant, vous avez des résultats qui peuvent tromper sans problème une personne qui regarde un film où il se passe plein de choses en même temps. Pas forcément toujours un gros plan sur le visage de la personne. Voilà, là, par contre, l'animation a été retouchée par un animateur. Mais par contre, la lumière projetée était une lumière qui n'est pas visible par l'homme, donc qui éblouit moins. Celle-ci, c'est la vidéo pour la. Ah oui, non, c'est pas celle-ci. On va retourner sur le cours. Alors, petite étape suivante, si on veut encore améliorer la qualité de la mocap, c'est que au lieu maintenant d'avoir 6 caméras qui filment le visage en entier, on va avoir 14 caméras qui vont filmer que des morceaux du visage. Et alors, on va prendre en plus des caméras avec une haute résolution. Donc, les caméras se sont améliorées avec le temps. Et au lieu de filmer le visage en entier, on va en avoir deux qui vont se concentrer sur les yeux, deux qui vont se concentrer sur la joue gauche, deux qui vont se concentrer sur la joue droite, deux qui vont se concentrer sur le menton partie gauche, deux sur le menton partie droite et deux au milieu. Et ensuite, on va essayer de reconstruire une géométrie 3D de ce maillage-là de façon très précise. Alors,
c'est la batterie de caméra que vous avez ici. La personne, il faut que la lumière soit la plus neutre possible, donc vous avez des grilles de LED qui vont éclairer le visage. Le système va essayer aussi de recapturer les informations d'éclairage de la peau, c'est comment la peau réagit à la lumière pour avoir un rendu le plus réaliste possible. Donc là, l'objectif, c'était pas que de capturer le mouvement, c'était aussi de capturer des informations de rendu. Donc ici, chaque zone de caméra, chaque paire de caméras va reconstruire une des zones colorées ici. Il y a une paire de caméras pour le rouge, une paire de caméras pour le bleu, le violet, le jaune, le vert, etc. Vous les avez là. Elles sont positionnées autour. Il n'y a pas de lumière structurée ici. Donc toujours ma problématique ici que je vous disais, c'était le problématique, c'est de retrouver quel pixel correspond à quel autre pixel dans une image. Et bien ce que propose cet algorithme-là, c'est d'utiliser comme marqueur les petits grains de peau et les petites imperfections de peau. Donc, quand vous avez une image qui a une résolution et une précision, une caméra qui est nette comme celle que vous avez là, vous pouvez dire ben, cet élément-là de peau, ce port de peau va servir de marqueur et va pouvoir être apparié avec la caméra que vous avez juste à côté. Donc chaque petit détail de faux ici en fait sert de marqueur, donc avec vos 14 caméras, avec une résolution incroyable et puis surtout avec un éclairage impeccable qui fait que vous n'avez pas de flou. Le capteur peut capturer exactement avec précision la peau. Vous utilisez les détails de peau comme marqueur. La lumière est importante pour ça, donc le système de mocap ressemble à ça. Ça vous éblouit quand même, mais c'est moins éblouissant qu'une lumière structurée qui clignote. On va regarder un petit peu la vidéo. Je passe vite parce que tout ça, c'est des choses qu'on va avoir dans la vidéo. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, c'est que la déformation du maillage, ils utilisent l'aspect temporel et l'aspect flux optique sur toutes les images de la vidéo pour comprendre comment la déformation se fait et pour boucher les trous. Vous allez voir que sur certaines reconstructions 3D, sur certaines stéréos, il va y avoir des trous dans votre maillage, mais vous allez utiliser les frames précédentes et suivantes pour boucher ces trous et puis pour reconstruire aussi une texture que vous pourrez ensuite appliquer sur le visage de la personne. Alors ça, on va passer vite. Je vous montre la vidéo plutôt. À gauche, vous avez l'image de la caméra. À droite, vous avez la reconstruction 3D dans laquelle on peut changer l'éclairage. Une fois que vous avez une information de géométrie très précise, vous pouvez, et puis que vous avez capturé une lumière qui est complètement multidirectionnelle comme la source de lumière que vous avez là, c'est beaucoup plus facile de changer, de refaire le calcul avec une position de lumière différente. Donc ça, c'est ce que vous filmez dans chacune des caméras. La reconstruction 3D juste stéréo mise bout à bout donne cet élément-là. Et après, vous avez les phases de correction de trous, surtout autour des sourcils, toujours pareil, les cheveux, les sourcils et à l'intérieur de la bouche, c'est là où vous avez le plus de défauts, dans lesquels les éléments vont être corrigés. Et ici, la stéréo est faite en utilisant les petits marqueurs de peau. C'est ce qu'on vous montre ici. C'est que chaque petit détail de peau va pouvoir servir. Donc, on vous montre aussi que la qualité de la texture est incroyable. Et on vous montre aussi que les détails de grains de peau sont filmés et que c'est ça qu'on peut réutiliser pour faire l'appariement entre deux caméras stéréo. Malgré ça, si on fait rien de spécial et qu'on fait juste de la stéréo avec les algorithmes classiques, on obtient pas mal de bruit. Le maillage est pas mal, c'est juste qu'il a pas mal de trous. Donc après, il y a toute une phase pour boucher ces trous. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est basé sur le flux optique et sur les aspects temporels. Donc la géométrie finale qu'on obtient, c'est ça, avec bon, des petites imperfections toujours autour des sourcils, puis aussi autour des yeux, parce que les yeux ont une manière de réagir à la lumière qui fait que l'appariement est compliqué, parce que dans les deux caméras, vous allez avoir des taches de brillance qui ne seront pas tout à fait au même endroit, et ça va se voir dans la reconstruction 3D. Alors c'est la fin de la vidéo qui est plutôt sympa. Bon, alors après votre texture, vous pouvez l'éditer, hein, rajouter du texte qui est dessus. Donc si vous arrêtez et que vous zoomez, voilà le modèle 3D que vous avez reconstruit qui correspond à peu près à la qualité de la caméra que vous avez. Parce que vous avez une caméra haute résolution, vous êtes capable de reconstruire un maillage haute résolution. Donc ce maillage, il est largement montrable dans un film et pour remplacer le visage de quelqu'un tout en étant bluffé sans savoir que le visage a été retouché ou remplacé.
Alors, ce qu'on a fait là sur le visage, il y a des gens qui le font aussi sur le vêtement. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aurait tellement de choses encore à dire, mais on peut faire de la reconstruction 3D à partir de, toujours sur le même principe de la stéréo, mais avec des vêtements qui se déforment. On peut aussi reconstruire les informations d'éclairage de ces objets-là. Donc ici, on reconstruit une carte de normale qui va donner la manière dont l'objet s'éclaire, et puis même beaucoup plus qu'une carte de normale, c'est une BRDF BRDF, c'est une fonction qui vous donne la manière dont un objet réagit à la lumière. Ça peut être reconstruit aussi si vous avez éclairé votre objet avec une source complètement diffuse ou éventuellement même avec une source qui va varier au cours du temps. On peut faire des reconstructions qui sont plutôt pas mal. Alors ça, c'est plus pour vous donner un avant-goût de choses qui se font maintenant, qui sont des mélanges de deep learning et des projets de vision. Alors là, c'est un exemple, c'est OpenPose. OpenPose, on peut presque aller voir sur leur site web. OpenPose, voilà le genre de résultat qu'on obtient. Vous êtes capable de retrouver le squelette avec une seule caméra, sans lumière structurée, donc une webcam de base sur une webcam d'ordinateur portable. Vous pouvez reconstruire le squelette à partir de ces choses-là. Donc ça, c'est des choses à partir de deep learning et donc de réseaux de neurones, des réseaux de neurones convolutifs qui ont été entraînés à avoir des millions et des millions d'images d'hommes dans lesquelles on a donné les informations de ça c'est une épaule, ça c'est un coude, ça c'est une hanche, ça c'est un genou, et ensuite il va être capable de repositionner des points à peu près là-dessus, puis on refait un fitting de squelette là-dessus pour retrouver la position 3D. Alors, OpenPose, ça marche aussi pour le visage, voilà, ça marche pour les scènes d'extérieur, ça marche, ça donne des résultats qui sont assez bluffants, qui peuvent être utilisés pour un projet. Le site web est open source, il y a des plugins pour Unity, pour différents outils, c'est très facile d'utilisation. Ça dépasse un petit peu le cadre de ce cours, mais c'était juste, ça vaut le coup de le voir si vous avez besoin pour un projet d'utiliser ce genre de choses de mocap. Alors, il faut une machine quand même un petit peu puissante, et puis ça va tourner plutôt à 10-15 images par seconde, mais ça tourne quand même pas mal. En conclusion, la mocap, c'est un outil important qui est utilisé tout le temps. C'est pas une solution miracle. Il y a encore des tonnes de défauts. C'est que les animations que vous avez récupérées, elles sont toujours à rééditer, à réappliquer, à transformer. Vous avez besoin de faire des réflexions sur le style, sur le scénario que vous voulez capturer avant pour obtenir du réalisme. La qualité de vos acteurs est importante. Si vous avez des acteurs qui sont pas bons, vous obtiendrez un résultat qui est pas bon. C'est pour ça que souvent dans les jeux de vidéo de sport, on fait appel à des joueurs de foot pour les jeux de foot et des joueurs de basket pour les jeux de basket, parce que si vous prenez un acteur au hasard et que vous lui faites tourner quelque chose qu'il ne sait pas faire, votre mocap ne sera pas bonne. On a toujours besoin d'artistes qui vont retoucher les données. On a toujours besoin de beaucoup de travail manuel pour enlever le bruit, pour corriger ce qui ne fonctionne pas. Et on a toujours besoin de techniques pour éditer et retargeter les animations, parce que c'est pas parce que vous avez des centaines ou des milliers d'animations que vous êtes capable de les appliquer facilement dans votre jeu ou dans votre film derrière. Alors, il y a encore des vidéos que je n'ai pas montrées. Tiens, je vais vous les montrer, qui n'ont pas de transparent dans ce cours. Ça, c'est pareil, c'est plutôt des résultats à base de deep learning. C'est que ici, donc là, il y a quand même de la stéréo, je pense, au niveau de la mocap, mais vous avez l'animation de l'humain qui est filmé, qui est réappliqué sur n'importe quel personnage derrière. Ici, c'est George Bush, mais ça marche avec n'importe quel autre. Donc vous avez certainement déjà entendu parler des deepfakes. Globalement, quand vous voyez une image, il ne faut pas forcément croire, elle a pu être retouchée de manière assez réaliste et de manière assez simple maintenant. Donc là, vous avez l'acteur source, vous avez l'acteur cible, donc vous avez George Bush qui fait pas forcément énormément de choses sur son visage, et là, on va le faire parler, on va lui faire dire des choses, et le résultat est assez bluffant parce que avec une résolution quand même assez bonne, on a un résultat qui marche bien. Donc là, c'est pareil, vous avez la capture, le transfert, et le mélange des deux. Donc la capture est faite sur les deux frames. Ensuite, vous avez un mélange des deux maillages et puis vous réaffichez le résultat en récupérant la texture de votre caméra cible. Donc, vous voyez, ça marche. Bon, ils ont pris des acteurs, ils ont pris des personnages célèbres. Ça marche avec n'importe qui.
Et vous pouvez trouver sur GitHub ou d'autres outils qui vous font ça assez facilement. Alors là, une petite mesure d'erreur, c'est qu'en gros, on a essayé de réappliquer les mouvements de Barack Obama sur Barack Obama, et ça vous permet ici de mesurer ici la fonction d'erreur. Vous voyez que l'erreur n'est pas incroyable. En gros, c'est plus l'erreur est rouge et plus ce serait visible, et ça reste souvent dans le bleu. Bon, ça c'est plus une comparaison avec d'autres algos qui existent. En gros, vous avez un résultat qui marche plutôt bien. Et une dernière petite. Oh non, ça n'a strictement rien à voir. Ça c'est plus pour vous dire qu'on peut faire aussi de la mocap d'autres choses que des humains. On peut faire de la mocap de sable qui se déforme. Là, voilà, on récupère les courbes de niveau avec le système de mocap de carte de profondeur. On peut récupérer la distance du sol à la caméra. Et ça permet là de modéliser ou d'aider la personne qui est en train de faire ici, de modéliser un paysage, de lui donner des informations d'isosurface. La vidéo est un peu longue, mais le résultat, voilà, on peut rajouter de l'eau qui coule. Ça pourrait être un projet de pomme qui serait rigolo, avec un système. Après, on peut imaginer toutes sortes d'interactions, voilà, de rajouter de la lave qui coule, des nuages. Bon, vous irez voir, il y a des vidéos qui sont disponibles sur la page, mais vous irez les voir. Je pense que ça amuse en général, ce genre de choses-là, quand vous commencez à jouer avec, c'est pas du tout intrusif, hein, vous passez votre main, c'est pas parce que vous avez le projecteur qui vous rajoute des informations dessus, c'est vraiment de la réalité augmentée qui n'est pas intrusive et qui donne des résultats qui sont assez intéressants. Alors, on peut imaginer des dizaines d'autres applications si vous avez des idées, vous ne gênez pas pour les coder. Ah, après, bon, pour en finir avec la capture de mouvement, bon, vous avez des bouquins entiers qui vous parlent de capture de mouvement, plutôt à destination des animateurs. Les développeurs sont plutôt là pour faire des outils autour de la mocap. Mais globalement, c'est des idées préconçues sur la capture de mouvement. Ça va vous rendre vos productions d'animation plus simples. C'est pas toujours vrai parce que louer une salle de mocap et des acteurs, c'est compliqué. Vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner du temps. Pas forcément vrai parce que c'est pas parce que vous avez récupéré vos animations qu'elles sont directement réutilisables. Les gens mésestiment l'importance d'utiliser des bons acteurs, mais ça je vous l'ai déjà dit. Même si la mocap s'est mal passée ce jour-là, on pourra toujours utiliser des animateurs pour convertir vos données et puis pour nettoyer vos données. Ouais, il vaut mieux peut-être des fois repasser une heure de plus dans la salle de mocap que de passer des heures et des heures à tripatouiller les logiciels d'animation pour corriger vos données. Bon, on va arrêter là. Vous allez filer en TP. Merci et bon courage.